Bonjour mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez un bon début de soirée. Premièrement, merci à tous d'être présents ce soir. Au programme, pour clôturer cette 41e édition du Festi, se jouera la pièce « À chacun sa vérité ». Cette pièce est écrite par Luigi Pirandello et mise en scène par Jean-François Pirat et Salomé Merci-Braun. Donc nous les remercions vivement parce que cette pièce est très bien réalisée et nous espérons qu'elle vous plaira. Juste quelques informations pratiques avant de commencer. À votre gauche se situent les toilettes. Juste nous vous prions de bien fermer la porte si vous les utilisez pendant la représentation. Ça va éviter d'éblouir les personnes. À votre droite, vous avez la buvette. Pour ceux qui n'y sont pas encore allés, elle sera fermée pendant la représentation, mais vous pourrez commander après des croque-monsieur et des crêpes, ainsi que des boissons pour vous rafraîchir. Donc voilà, nous espérons que vous passerez une excellente soirée et la pièce peut commencer. L'établissement public de santé mentale de la province d'Agrigente a le plaisir de vous convier aujourd'hui à un moment unique, la représentation de notre atelier théâtre. Nos talentueux patients monteront sur scène pour interpréter avec cœur et passion la pièce de Luigi Pirandello, « À chacun sa vérité ». Venez nombreux partager cette belle aventure, les applaudir et leur offrir votre soutien. Nous vous donnons rendez-vous dans le grand réfectoire. Ils vous attendent avec impatience.
Mais pardon, il est venu loger sa belle-mère à côté de nous, sur le même palier. Et est-ce qu'il n'en avait pas le droit? Il y avait un appartement libre et il l'a loué pour sa belle-mère. Prétendez-vous par hasard que la belle-mère était obligée de venir faire une visite à la femme et à la fille d'un supérieur de son genre? Il n'est pas question d'obligation. C'est nous qui sommes allés les premières, Dina et moi, voir cette personne. Et nous n'avons pas été reçus, comprends-tu? Mais que diable ton mari qu'il allait faire chez le préfet? Prétend-il imposer d'autorité un geste de courtoisie? Une juste réparation. On ne laisse pas ainsi deux femmes devant une porte. Tout cela est abusif. C'est de la pure tyrannie. Les gens n'ont-ils donc plus le droit de rester chez eux si cela leur fait plaisir? C'est toi qui ne peux pas tenir compte du fait que nous avons voulu nous montrer aimables les premières, envers une étrangère. Allons, allons, tonton, calme-toi. Nous reconnaissons que dans notre politesse, il entrait un peu de curiosité. Mais enfin, c'était tout naturel. Naturel, parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Oh, mais tu ne peux nier que ce monsieur vit d'une façon si étrange qu'il provoque tout naturellement la curiosité de la ville entière. Écoute, il arrive, il loue un petit appartement au dernier étage de cette grande bâtisse lugubre, là-bas, au fond du faubourg. Tu la connais? Je veux dire, y es-tu déjà entré? Tu es allé y voir, toi, peut-être? Mais oui, tonton, avec maman. Et nous n'avons pas été les seuls, tu sais. Tout le monde est allé la visiter. Il y a une grande cour toute sombre, on dirait un puits. Et tout en haut, une balustrade de fer qui court le long de la corniche du dernier étage, avec des petits paniers qui pendent au bout de ficelle. Et après? Et après, il a séquestré sa femme au dernier étage, et sa belle-mère vit ici, à côté de chez nous. En tout cas, la belle-mère a un joli petit appartement au centre même de la ville. Merci pour l'appartement. Il l'oblige à vivre séparé de sa fille. Mais qui vous l'a dit? Et si c'était elle, la belle-mère, qui le désirait pour avoir plus de liberté? Non, non, tonton, on sait que c'est lui. Pardon, on comprend parfaitement qu'une fille, en se mariant, quitte la maison de sa mère et aille vivre avec son mari, au besoin dans une autre vie. Mais qu'une pauvre mère, ne pouvant se résoudre à vivre loin de son enfant, la suive, et que dans la ville où elle est étrangère, elle se voit contrainte d'en être séparée, eh bien tu avoueras qu'une chose pareille ne se comprend plus facilement. C'est que vous avez des imaginations de tortue. Il doit y avoir, ou par sa faute, ou par celle de son gendre, une telle incompatibilité d'humeur que naturellement... Pardon, tonton? Incompatibilité d'humeur entre une mère et une fille. Mais qui te parle d'une mère et d'une fille? Eh oui, entre la belle-mère et le gendre, il n'y a rien. Ils ne se quittent pour ainsi dire pas. Parfaitement, la belle-mère et le gendre, c'est ce qui stupéfie tout le monde. Il vient ici tous les soirs que Dieu fait pour tenir compagnie à sa belle-mère. Et même pendant la journée, une ou deux fois par jour. Est-ce que, par hasard, vous supposeriez qu'il y a quelque chose entre la belle-mère et le gendre? Tu plaisantes, c'est une pauvre petite vieille. Mais il ne lui amène jamais sa fille. Jamais au grand jamais, il n'amène sa femme voir sa mère. Cette pauvre femme doit être malade. Elle ne doit pas pouvoir sortir de chez elle. Non, ma mère va là-bas. Elle y va, oui, mais pour voir sa fille de loin. On sait de source certaine qu'il est interdit à cette malheureuse de monter jusqu'à l'appartement de sa fille. Elle ne peut lui parler que d'en bas, du fond de la cour. Du fond de la cour, entends-tu? À sa fille qui se penche à son balcon comme Dieu du ciel. La pauvre vieille entre dans la cour, elle tire sur la ficelle. Là-haut, une clochette sonne. La fille se met à son balcon et la mère lui parle du fond de ce puits, la tête en l'air, comme cela. Tu imagines? Madame, monsieur et madame Cirelli. Faites entrer. Oh, chère madame, nous venons chez vous comme à une source. Nous sommes de pauvres créatures assoiffées de renseignements. Mais de renseignements sur quoi, chère madame? Mais sur le nouveau conseiller de préfecture, en ville
savent pas plus que nous. Ils en savent peut-être moins que moi. Tenez par exemple, la raison pour laquelle cette pauvre femme ne peut monter voir sa fille. Vous la connaissez? J'étais précisément en train d'en causer avec mon frère. C'est que vous me faites tous l'effet d'être devenus fous. C'est parce que son gendre le lui défend. Explication insuffisante, mademoiselle. Absolument insuffisante. Il y a autre chose. Une information toute fraîche, confirmée à l'instant même. Il l'enferme à clé. Sa belle-mère? Non, sa femme. Sa femme! Sa femme! À clé! Tu entends, tonton? Toi qui voulais l'excuser? Comment tu voulais excuser cet homme-là? Mais pas du tout. Je ne voulais excuser personne. Je dis juste que votre curiosité, j'en demande pardon à ces dames, est insupportable. Ne fût-ce qu'à cause de son inutilité. Inutile! Qu'on veuille se renseigner! Se renseigner? Mais que peut-on savoir réellement des gens? Ce qu'ils sont, comment ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Et pourquoi pas, en s'informant? Mais s'il y en a une qui, dans ces conditions, devrait être informée, ce serait vous, chère madame, avec un mari comme le vôtre, qui est toujours au courant de tout. Ouais, permet. Oh, écoute, mon cher, c'est la vérité. La vérité, chère madame, c'est qu'avec un mari qui se vante toujours d'être au courant de tout, je n'arrive jamais à savoir quoi que ce soit. Mais naturellement, elle ne se contente jamais de ce que je lui raconte. Elle se figure toujours que les choses sont autrement que je le dis. Elle prétend même qu'elles ne peuvent être comme je les lui rapporte. Elle va plus loin. Elle pense que c'est le contraire qui est vrai. Mais évidemment, tu me racontes des histoires à dormir debout. Vous permettez, c'est moi, madame, qui vais répondre à votre mari. Comment veux-tu, mon cher, que ta femme se satisfasse de ce que tu lui dis si, comme il est naturel, tu lui dis les choses telles qu'elles t'apparaissent? Et comme il est radicalement impossible qu'elle soit. Ah non, madame, souffrez que je vous comprenne. Pour votre mari, soyez-en certaine, les choses sont bel et bien telles qu'il vous les dit. Mais je les donne comme elles sont. Ni plus ni moins. Mais tu nous racontes des histoires de brigands. Mais non, c'est toi qui te trompes, pas moi. Mais non, aucun de vous deux ne se trompe. Vous permettez? Je vais vous le prouver. Je commence. Vous me voyez bien tous les deux, n'est-ce pas? Vous me voyez? Oui, voyons, oui. Non, non, ne répondez pas si vite. Approche-moi. Approche-moi. Tu me vois, n'est-ce pas? Regarde-moi encore mieux. Touche-moi. Mais touche-le donc. Bravo, très bien. Tu es maintenant aussi sûr de me voir que de me toucher, n'est-ce pas? Voyons, tu ne peux pas douter de toi-même. Retourne à ta place. Mais reviens donc à ta place. Maintenant, mademoiselle, voudriez-vous bien vous approcher à votre tour? Non! Non! C'est moi qui viendrai jusqu'à vous. Vous me voyez, n'est-ce pas? Levez donc cette jolie petite main. Touchez-moi. Oh, la gentille petite main. Et alors? Ne faites pas attention. Vous êtes sûr, vous aussi, de me voir et de me toucher. Mais, je vous en prie, ne dites ni à votre mari, ni à ma sœur, ni à ma nièce que vous me voyez. Sinon, tous vous répondront que vous vous trompez. Vous ne vous trompez pas. Je suis réellement tel que vous me voyez. Mais cela n'empêche, chère madame, que je ne suis non moins réellement tel que me voit votre mari, ma sœur ou ma nièce.
eux non plus ne se trompent pas. Mais comment alors? Vous changez? Mais naturellement, je change, chère madame. Et vous-même, pensez-vous que vous ne changiez pas? Non, 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 je vous assure que moi, je ne change jamais. Mais moi non plus, à mon point de vue. Et je puis soutenir que vous vous trompez tous en ne me voyant pas tel que je me vois moi-même. Mais cela n'empêche, chère madame, que ma présomption, tout comme la vôtre, est injustifiée. Mais tout ce temps, oui, Amini, c'est pour arriver à quoi? Pour arriver à quoi? Elle est bien bonne, celle-là. Je vous vois tous acharnés à essayer de savoir ce qui sont les êtres et les choses, comme si les êtres et les choses en soi étaient ceci plutôt que cela. Alors, d'après vous, on ne pourrait jamais savoir la vérité? Alors, si on ne peut plus croire à ce qu'on voit, ni à ce qu'on touche, Mais si, madame, il faut y croire. Seulement, je vous dis, respectez ce que voient et ce que touchent les autres. Même si c'est le contraire de ce que vous voyez, de ce que vous touchez vous-même. oh, écoutez-moi, je ne vous parle plus et je vous tourne le dos. Je n'ai pas envie de devenir folle. Non, je m'arrête. Continuez de parler de madame Frola et de son gendre, je ne vous interromprai plus. Dieu soit loué. Tu ferais mieux, mon cher Lambert, de passer dans une autre pièce. Mais non, pourquoi cela? J'aime mieux vous entendre parler. Je ne dirai plus un mot. Tout au plus, de temps en temps, et avec votre permission, je rirai. Et dire que nous étions venus pour savoir. Excusez-moi, chère madame, mais votre mari n'est-il pas le supérieur de ce monsieur Ponsa? Son supérieur au bureau, mais non pas chez lui, chère madame. Oui, oui, je comprends bien, mais vous n'avez pas tenté de voir la belle-mère, celle qui habite sur le même palier que vous? Mais si, madame, 2 fois. La première fois, Nous avons attendu plus d'1 quart d'heure devant la porte. Personne n'est venu nous ouvrir. Nous n'avons même pas pu laisser notre carte de visite. Nous sommes revenus aujourd'hui. C'est lui qui est venu nous ouvrir. ah, quelle tête, hein? Ah, la tête de cet homme met tout le pays sans dessus-dessous. Et cette façon qu'il a d'être toujours habillé de noir. Ah, tous les trois d'ailleurs, habillés de noir. La fille aussi. Oh, vous savez. Mais puisque personne n'a jamais vu la fille, je vous l'ai dit 100 fois. Bon, elle aussi, probablement, elle est habillée de noir. Ils sont originaires d'un petit pays, de la Marsica. Oui, un petit village qui a été, semble-t-il, détruit complètement. Oui, par le tremblement de terre, à ras le sol. Il n'est pas resté pierre sur pierre. On dit qu'ils ont perdu tous leurs parents. Donc, vous disiez, c'est lui qui vous appelle. Quand je l'ai vu, avec cette tête, je n'ai plus trouvé de voix pour lui dire que nous étions venus rendre visite à sa belle-mère. Et lui, rien. Pas un mot de remerciement. Il nous a fait un beau salut. Oh, à peine une inclinaison de la tête. Ses yeux, tu n'en parles pas. Ce sont des yeux de bête mauve, ce ne sont pas des yeux humains. Tout hérissé, il nous a dit que sa belle-mère était souffrante et qu'il nous remerciait de notre bonne intention. Et il nous a laissé là, en plan, sur le paillasson, attendant que nous nous retirions. Oh, quelle mortification! Monsieur Darus fera tout cela. Oh, vous êtes sûr qu'il est responsable de tout. Il enferme peut-être sa femme comme sa belle-mère. Il faut tout de même un certain toupet pour agir ainsi avec la femme d'un fils supérieur. Ah oui, mais cette fois, mon mari s'est fâché de rouge. Il a considéré cela comme un affront et est allé s'en
plaindre au préfet pour exiger réparation. Tiens, voilà papa. Oh, mon cher Cirelli. Madame, très heureux. Je vous préviens que d'une minute à l'autre, Madame Frolin sera ici. Oh, elle va venir. Elle va venir ici. Mais naturellement, voyons, pouvais-je tolérer un affront aussi patent à ma maison, à ma femme et à ma fille? C'est précisément ce que nous disions. Oui, justement, il aurait fallu saisir cette occasion Pour pour... faire connaître au préfet tout ce qui se dit en ville au sujet de ce monsieur. Eh bien, n'en doutez pas, je l'ai fait. Très bien, très bien. Tu ne sais pas tout. Il paraît qu'il les enferme à clé toutes les deux. Non, maman, pour la belle-mère, on n'en sait encore rien. Oui, enfin, pour sa femme, ça, c'est certain. Madame Frolin. Je vous en prie, madame. Madame Cirelli, ma bonne amie. Mon mari. Monsieur Cirelli. Ma fille. Mon frère, Lambert Laoudi. Je regrette beaucoup. Et je vous demande pardon d'avoir jusqu'ici manqué au plus élémentaire de mes devoirs. Vous avez eu, madame, la bonté de m'honorer d'une visite, alors que c'était à moi de venir la première. Entre voisines, madame, on n'y regarde pas d'aussi près. D'autant plus que vous êtes venue ici seule, étrangère, et que vous auriez pu avoir besoin... Merci. Merci. Vous êtes trop bonne. Madame est toute seule? Non, j'ai une fille mariée, qui est ici depuis peu de temps. Le gendre de madame est le nouveau conseiller de préfecture, monsieur Ponsa, n'est-ce pas? Oui, précisément. Monsieur le secrétaire général voudra bien m'excuser, j'espère, et excuser également mon gendre. À vous parler franchement, madame, j'avais été un peu froissé. Vous avez 1000 fois raison. Mais il faut l'excuser. Nous sommes encore tous bouleversés, vous savez, par notre grand malheur. Naturellement, un désastre pareil. Vous avez perdu vos parents? Tous nos parents. Tous, madame. Il n'est rien resté de notre petit village. Ce n'est plus qu'un amas de ruines. Je n'avais plus qu'une sœur. Pour mon gendre, pour mon pauvre gendre, le malheur a été beaucoup plus terrible encore. Sa mère, sa sœur, 2 frères et son beau-frère, ses belles-sœurs, 2 petits-neveux. Ce sont des malheurs qui ne s'atténuent pas. On en reste accablé pour toujours. Oh, certainement. Et comme cela, d'une minute à l'autre, mais c'est à devenir fou. Et alors, on ne pense plus à rien. On manque aux convenances sur le vouloir, monsieur le secrétaire général. Ah, ne vous en prie, ne parlons plus de cela. C'est en pensant à ce grand malheur que ma fille et moi nous étions présentés à vous les premières. Oui, vous sachant totalement seule, bien que... Excusez-moi, madame, si j'ose vous demander comment il se fait qu'après un pareil malheur, il y a votre fille ici. Comment il se fait qu'après un malheur comme celui-là, qui, semble-t-il, devrait se provoquer chez les survivants un besoin de vivre plus unis. Comment il se fait que j'habite toute seule, n'est-ce pas? Oui, c'est cela.
À vrai dire, cela nous paraît un peu étonnant. Je comprends bien. Mais, vous savez, quand un fils ou une fille se marie, il faut leur laisser liberté complète. Parfait. Très juste. Il faut qu'ils se fassent leur propre vie. Une vie toute neuve. Oui, mais pas au point, mon cher Laodizi, d'exclure de sa vie sa propre mère. Mais il ne s'agit d'exclure personne. Il s'agit, si j'entends bien, d'une mère qui comprend que sa fille ne peut et ne doit plus demeurer unie à elle comme avant, puisqu'elle a désormais une autre existence avec son mari. Oui, c'est cela. C'est bien cela. Merci. Merci. C'est bien ainsi, monsieur. Ah, sans doute, votre fille vous tient-elle souvent compagnie? Oh, oui, oui, nous nous voyons certainement. Mais votre fille ne sort jamais de chez elle. Ou en tout cas, personne ne l'a jamais vue. Hein. Sans doute madame va-t-elle voir sa fille? Oui, oui, j'y vais 1 ou 2 fois par jour. Et 1 ou 2 fois par jour, vous montez tous ces escaliers jusqu'au dernier étage de ce building. Mais non, je ne monte pas. Ma fille se met au balcon, sur la cour, et nous voyons, nous parlons. D'en bas, vous ne la voyez jamais de près. Moi, fille, je ne voudrais pas que ma mère montât pour moi 90 ou 100 marches d'escalier. Mais je ne pourrais me contenter de lui parler de moi sans pouvoir jamais la sentir près de moi, sans pouvoir l'embrasser. Je descendrai. Vous avez raison. Il faut que je vous dise. Je ne voudrais pas que vous pensiez du mal de ma fille, qu'elle n'a pas d'affection pour moi, ni que moi, sa maman. 90, 100 marches. Est-ce que cela peut empêcher une mère d'aller jusqu'à sa fille pour la presser sur son cœur? C'est votre gendre, n'est-ce pas? Oh non, je vous en prie, ne pensez pas de mal de lui. Il est si bon, si bon. Vous ne pouvez imaginer à quel point il est bon. Et je ne parle pas de son amour pour ma fille. Oh, vraiment, je n'aurais pu lui souhaiter un meilleur mari. Et alors, cela ne dépend pas de lui? Mais naturellement, il est impossible qu'il interdise à sa femme d'aller voir sa mère ou à sa belle-mère de monter chez lui pour retrouver sa fille. Interdit? Mais non, c'est nous, monsieur le secrétaire général. C'est ma fille et moi qui nous en abstenons spontanément, croyez-le bien, par égard pour lui. Comment cela? De quoi pourrait-il s'offenser? J'avoue que je ne comprends pas. S'offenser? Mais non, monsieur le secrétaire général. Il s'agit d'un sentiment assez difficile à comprendre peut-être. Mais quand on l'a compris, c'est un sentiment qui n'est pas très difficile à admettre. Bien qu'il exige sans aucun doute de ma fille et de moi un très gros sacrifice. Vous reconnaîtrez, madame, que tout ce que vous dites est pour le moins étrange. Il est peut-être jaloux. Jaloux de la mère de sa femme? Non, non, je ne pense pas qu'on puisse parler de jalousie. Il veut le cœur de sa femme tout entier pour lui. Et l'amour que ma fille peut avoir pour moi, et il admet très bien cet amour, très bien, vous savez. Eh bien, il veut que cet amour m'arrive à travers lui, par son intermédiaire. Ah, mais c'est de la cruauté. Non, non, ce n'est pas de la cruauté, monsieur le secrétaire général. C'est autre chose. Je ne sais pas m'expliquer comme il faudrait. C'est son tempérament qui est comme cela. Mettons, si vous voulez, que c'est une espèce de maladie. C'est le débordement d'un amour exclusif. C'est comme le mur d'enceinte à l'intérieur duquel sa femme doit vivre sans jamais en sortir et que personne d'autre que lui ne doit franchir. Même pas une mère. C'est un fameux égoïste. Peut-être. Mais un égoïste qui se donne tout entier à la femme aimée. L'égoïste,
Ce serait moi si je voulais forcer la porte de cette demeure, de cet univers clos par l'amour, si je voulais m'y introduire par force quand je sais que ma fille, heureuse, y vit bien. Du reste, je vois ma fille, je lui parle. Les petits paniers dont je tire la ficelle dans la cour emportent chaque fois des nouvelles de moi. Après tout, si vous acceptez ça tous les deux. Oh oui, oui, je vous l'ai déjà dit. Il est si bon, si bon. On ne peut pas l'être davantage. Chacun a ses faiblesses, n'est-ce pas? Il faut se les pardonner réciproquement. Madame, vous m'avez pardonné, n'est-ce pas? Je vous en prie, madame. Nous sommes tout à fait obligés de votre visite. Je vous en prie, madame, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Mais c'est la moindre des choses, madame. Alors, vous vous contentez de cette explication? Une explication, ça! Il doit y avoir là-dessous quelques mystères. Oh, notre pauvre cœur de mère doit souffrir. Et la fille aussi. Oh, il est là, on faisait trembler sa voix. Oui, oui. Quand elle disait que pour serrer sa fille contre elle, elle aurait monté plus de 100 manches. Pour moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle ne savait pas comment s'y prendre pour l'excuser. Excusez? Excusez pareille violence? Pareille barbarie? Monsieur, il y a là monsieur Ponza. Reçu. Non, lui. Faites entrer! Je vous en prie, monsieur Ponza. Monsieur Ponza, notre nouveau collaborateur de la préfecture. Ma femme. Ma fille. Madame Cirelli. Monsieur Cirelli. Laodizi, mon beau-frère. Merci. 5 minutes et je vous débarrasse. Vous voulez peut-être me parler seul à seul. Je puis parler devant tout le monde. Et même, c'est une déclaration nécessaire de ma part. S'il s'agit de la visite de madame votre belle-mère, c'est inutile. Non, monsieur le secrétaire général, il s'agit d'autre chose. Je tiens à vous faire savoir que madame Frola, ma belle-mère, se serait présentée ici si je n'avais pas tout fait pour l'en empêcher, ne pouvant en aucun cas permettre qu'elle fasse des visites ou qu'elle en reçoive. Et pourquoi, s'il vous plaît? Ma belle-mère a parlé à ces messieurs et ces dames de sa fille, n'est-ce pas? Elle vous a dit que je l'empêchais de la voir. Mais non, pas du tout. Votre belle-mère a été pleine d'égards et de bonté pour vous. Elle n'a dit de vous que du bien. Elle a dit qu'elle s'abstenait de monter chez sa fille par égard pour un sentiment que, franchement, nous avouons ne pas comprendre. Et même, s'il fallait vous dire ce que nous en pensons. Eh bien oui! Parlons franc. Cela nous a semblé cruauté, véritable cruauté de votre part. Je suis précisément ici pour éclaircir ce point, monsieur le secrétaire général. La situation de cette pauvre femme est extrêmement douloureuse, mais la mienne ne l'est pas moins. Et pour m'obliger à m'expliquer, à rendre public ce malheur, il a fallu une violence, comme celle dont on a usé contre moi.
Cette violence me contraint à tout dévoiler. Madame Frola est folle Hein? Folle. Folle! depuis 4 ans. Mais comment cela, folle? Dieu, mais on ne le dirait pas du tout. On ne le dirait pas, mais elle est folle. Et sa folie consiste précisément en ceci. Elle croit que je refuse de lui montrer sa fille. Mais comment pourrais-je lui montrer sa fille? Sa fille est morte depuis 4 ans! Morte? Depuis 4 ans. C'est cela qui l'a rendue folle. Mais alors votre femme? Je l'ai épousée il y a 2 ans, en seconde noces. Mais alors elle pense que c'est encore sa fille. C'est ce qui l'a sauvée, si on peut s'exprimer ainsi. Elle me vit passer dans la rue avec ma seconde femme, par la fenêtre de la pièce dans laquelle nous la gardions. Elle a cru revoir sa fille. Elle s'est mise à rire, à trembler de tous ses membres. Du jour au lendemain, elle quitta le mort de désespoir qui la tenait pour tomber dans cette nouvelle folie. Elle s'obstine à dire qu'il n'est pas vrai que sa fille soit morte. On la croirait guérie et, à l'entendre, elle n'a rien d'une folle. Ah mais rien du tout. Mais alors c'est sa femme qui veut qu'il l'enterre ma clé. Monsieur le secrétaire général, vous comprendrez que si je vous ai envoyé ma belle-mère, ce n'était que contraint et forcé. Je comprends. Je comprends maintenant, je m'explique tout. L'homme qui est victime d'un tel malheur doit demeurer à l'écart. Obligé de vous envoyer ma belle-mère, je ne pouvais me dispenser de venir vous faire cette déclaration. Par respect pour le poste que j'occupe. Et pour que vous n'alliez pas à vous imaginer que par jalousie ou quelque autre raison, j'empêcherai une pauvre mère de voir sa fille. Monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs, Mais alors, c'est une folle. La pauvre femme. Folle. Voilà la raison, il fallait qu'il y eût quelque chose de ce genre. Ouais, mais qui aurait pu imaginer une chose pareille? Tout de même, elle avait une façon de parler. Parce que tu l'avais deviné, toi. Non. Mais il est certain qu'elle avait une manière de parler. La pauvre femme n'a plus toute sa tête à elle. Ouais, pourtant, il est quand même assez étrange qu'une folle, bon, elle n'a pas toute sa tête, bien entendu, mais qu'une folle cherche avec autant de soin les raisons pour lesquelles son beau-fils l'empêche de voir sa fille, et cette façon qu'elle a de lui trouver des excuses et de se plier d'elle-même à... C'est précisément la preuve qu'elle est folle. Elle avait une façon de trouver des excuses pour son genre qui n'en était pas. Mais oui, on ne comprenait rien à ce qu'elle disait. Et d'ailleurs, si elle n'était pas folle, crois-tu qu'elle pourrait accepter pareille défaite? Cette interdiction de voir sa fille autrement que de loin? Et vous croyez qu'une folle accepterait? Qu'une folle se résignerait aussi facilement? Ah, pour moi, hein, tout ça, ça me paraît bien étrange. Et toi, t'en penses quoi? Moi? Rien du tout. C'est encore Madame Frola. Madame Folle. Madame Frola. Mais qu'allons-nous faire? Ah, nous n'allons plus pouvoir nous en débarrasser. Ah, je vous comprends. Une folle. Mais quelqu'un va pouvoir nous raconter. Il faut la recevoir, il n'y a pas de doute. Nous saurons ce qu'elle veut, et si nécessaire, nous prendrons des mesures. Allons, asseyez-vous, tout le monde assis. Il faut rester assis.
Entrez donc, madame. Nos amis sont encore là. Tous, vous me regardez. Et vous aussi, chère madame, comme une pauvre folle. N'est-ce pas? Mais que dites-vous là, madame? Ah, madame, mon impolitesse valait mieux quand je vous ai laissé devant la porte sans vous ouvrir la première fois. Je n'aurais jamais supposé que vous reviendriez une seconde fois et m'obligeriez à cette visite dont, hélas, j'avais prévu les conséquences. Mon gendre sort bien d'ici à l'instant. En effet, il est venu me parler de certaines affaires du bureau. C'est là le pieux mensonge que vous imaginez pour me tranquilliser. Mais non, soyez sûr que je dis la vérité. Au moins, était-il calme? A-t-il parlé avec calme? Mais oui, il était calme, très calme, n'est-ce pas? Vous le trouvez très calme? Ah oui, il est calme. Ah mon Dieu, messieurs. Vous croyez me rassurer, et c'est moi qui voudrais, au contraire, vous rassurer sur son compte. Il me suffit de voir de quelle façon vous me regardez. Je m'aperçois bien qu'il est venu vous prouver ce que, pour tout l'or du monde, je n'aurais jamais révélé. J'ai donné de notre façon de vivre une explication qui, je le sais bien, ne pouvait satisfaire personne. Mais est-ce que je pouvais vous dire la véritable raison? Pouvais-je vous dire, comme il le dit lui-même, que ma fille est morte depuis 4 ans et que je suis une pauvre folle qui la croit encore vivante? Mais comment ça, votre fille? Vous voyez que c'est vrai. Pourquoi nier? C'est bien ce qu'il vous a dit, n'est-ce pas? Oui, il nous a dit. Naturellement. Je le savais. Et je sais le trouble qu'il éprouve quand il est obligé de parler ainsi de moi. Mais c'est un besoin pour lui. C'est un besoin. On n'a pu lui rendre le calme et la confiance qu'à cette condition. Il se montre. Il est tout bouleversé quand il est obligé d'en parler, car il sent lui-même l'abus qu'il commet en disant certaines choses. Vous l'avez certainement remarqué. Il est assez agité. Mais mon Dieu, mais alors c'est lui! C'est lui! Est-il possible? Mais si c'est lui, c'est forcément lui! Mais non, je vous en prie, écoutez-moi! N'allez rien imaginer d'autre. Laisserais-je ma fille seule avec lui, enfermée là-bas, s'il en était autrement? Madame, il faut absolument que vous expliquiez. Est-il possible que votre gendre soit venu ici nous raconter une histoire de brigand? Oui, monsieur. Oui. Je vais tout vous raconter. Mais il faudra avoir pitié de lui, monsieur le secrétaire général. Comment? Alors, il n'est pas vrai que votre fille soit morte? Dieu m'en préserve! Mais alors c'est lui qui est fou! Mais non, écoutez-moi, laissez-moi parler! Mais non, il n'est pas fou. Il ne l'est pas. Vous l'avez vu? Il est si sanguin de tempérament. Quand il s'est marié, il a été pris d'une véritable frénésie d'amour. Il a manqué de tuer ma fille, qui, elle, est plutôt délicate. On lui a arraché sa femme en cachette
et on l'a conduite dans une maison de santé. Et alors, quand il ne la trouva plus chez lui, il tomba dans un désespoir furieux. Il crut que sa femme était morte. On ne put rien lui faire entendre. Il s'habilla de noir, il commit 1000 folies, et on ne put l'arracher à cette idée fixe. Si bien qu'un an après, quand ma fille, tout à fait remise, lui fut rendue, il refusa de la reconnaître. Pour la lui faire reprendre, avec la complicité de quelques amis, nous fûmes obligés de simuler un second mariage. Oh, mais c'est pour ça qu'il a dit. Mais il y a longtemps qu'il ne croit plus à cette histoire, lui non plus. Seulement, c'est un besoin chez lui de la laisser croire aux autres. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est aussi peut-être parce que, de temps en temps, la peur l'envahit qu'on lui enlève encore sa petite femme. C'est pour cela qu'il l'enferme à clé. Mais il adore, j'en suis sûre, et ma fille est heureuse. Je me sauve. Je ne veux pas qu'il rentre chez lui s'il est tellement agité. Patience, patience. Cette pauvre petite qui doit faire croire qu'elle n'est plus elle, mais une autre, et moi qui dois simuler la folie. Mais comment faire autrement? Pourvu qu'il soit calme, lui. Je vous en prie, madame, ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Mesdames, messieurs, je vous salue bien. Vous vous regardez tous dans les yeux. Hein? La vérité. Rien. Tout est dispersé ou détruit. L'hôtel de ville, les archives, l'état civil. Il doit bien rester quelques survivants qui pourraient témoigner. Je ne connais pas de survivants. Et s'ils existent, les recherches sont extrêmement difficiles. Alors, il ne reste plus qu'à croire ce que dit l'un ou ce que dit l'autre, sans preuve. Naturellement. Vous voulez suivre mon conseil? Croyez-les tous les deux. Ouais, l'un dit blanc, l'autre noir. Alors, ne croyez ni l'un ni l'autre. Mais tu plaisantes. Les preuves manquent, les données de fait, mais la vérité, sans aucun doute, elle est soit d'un côté, soit de l'autre. Les données de fait, oui. Et qu'est-ce que tu en tirerais? Ah, tout de même. L'acte de décès de la fille, par exemple. Si c'est Madame Frola qui est folle. Malheureusement, on ne trouve pas, on ne trouve plus rien. Mais elle pourrait exister. On pourrait trouver ce soir, demain, et alors, si on le trouvait, cet acte de décès, c'est bien clair, c'est le gendre qui aurait raison. Et pourrais-tu nier l'évidence si demain cet acte était pour nous?
ramené. Moi? Mais je ne nie rien du tout, moi. C'est vous, ce n'est pas moi qui avez besoin de données de faits, de documents pour affirmer ou pour nier. Moi, je n'en ai pas le moindre besoin. Pour moi, la vérité ne réside pas dans ces documents. Elle réside dans l'âme de ces deux êtres. Et cette âme, je ne puis espérer y pénétrer. Je n'ai qu'à croire ce qu'ils me racontent. À merveille! Puisque chacun des deux dit que c'est l'autre qui est fou. Il faut bien savoir si c'est elle qui est folle ou c'est lui qui est fou. Tu ne sors pas de ce dilemme. Lequel des deux? Tout d'abord, il n'est pas vrai qu'ils le disent tous les deux. Monsieur Ponsa le dit de sa belle-mère, mais Madame Frola le dit. Non seulement elle se défend d'être folle, mais elle soutient que son gendre ne l'est pas. Tout au plus, dit-elle, qu'il a eu le cerveau quelque peu altéré par suite de cet amour excessif. Mais autrefois, aujourd'hui, il est guéri. Alors tu Parfaitement guéri. es comme moi. Tu crois ce que dit la belle-mère. Mais tout s'explique aussi bien si on en croit ce que dit le gendre. Mais alors, aucun des deux n'est fou. Mais ça perd l'hypopète, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui soit fou. Et lequel? Vous ne pouvez pas le dire. Personne ne peut le dire. Et ce n'est pas parce que ces documents que vous recherchez n'existent pas, ont été perdus ou détruits dans un accident quelconque, un incendie ou un tremblement de terre. Non. C'est parce que ces documents, ils les ont détruits. En eux-mêmes. En eux. Dans leur âme. Comprendrez-vous enfin? Ils ont imaginé, lui pour elle, elle pour lui, une fiction qui a la consistance même de la réalité. Et ils vivent désormais en parfait accord, réconciliés dans cette idée. Cette réalité, aucun document ne pourra la détruire. Il la respire, il la voit, il la sent, il la touche. Ce document, il pourrait tout au plus vous servir à vous, pour satisfaire une sotte curiosité. Vous ne l'avez pas, et vous voilà condamné à ce merveilleux supplice d'avoir devant vous, à côté de vous, d'une part la fiction, et d'autre part la réalité, sans être capable de distinguer l'une de l'autre. Tout cela, mon cher, c'est de la philosophie. Nous allons bien voir si ce n'est pas possible. Nous avons entendu séparément l'un et l'autre. Mais en les confrontant, peut-être que nous pourrions connaître de quel côté la réalité et de quel côté la fiction. Je vous redemande la permission de continuer à rire jusqu'au bout. Alors nous sommes bien d'accord. Vous allez chez Madame Frola. Nous lui rendons sa visite. Mais s'il est là, et qu'il ne veuille pas permettre que Madame Frola reçoive une Mais c'est naturel. Jusqu'à présent, personne n'avait vu cette femme. Personne n'avait vu cette femme. Mais maintenant que Mme Frola nous a parlé et qu'elle nous a expliqué avec ses mots la raison de sa sauvagerie. Ah, peut-être qu'elle aura même plaisir à nous parler de sa fille. Elle est si gentille. Pour moi, vous savez, il n'y a aucun doute, c'est lui qui est fou. Pas de jugement précipité. Écoutez-moi bien. Il vous reste un peu de temps. 15 minutes, pas plus. Moi, je vais jusqu'à la préfecture. Je serai de retour ici à 11h dans une vingtaine de minutes. Et moi, Attends un peu. Vous trouverez le moyen, un peu avant, d'amener Madame Frola ici. Le moyen, mais quel moyen? Ah mais quelconque. Vous trouverez, en parlant, vous arriverez bien. Madame, Yadina, vous entrerez bien entendu dans le salon. Cette porte doit rester comme ceci. Grande ouverte, comme ça, de manière à ce qu'on vous entende parler d'ici. Je laisse sur mon bureau le dossier que j'ai préparé exprès pour M. Ponsa. Je fais semblant de l'avoir oublié à la maison. Et alors,
Pardon, et moi, quand est-ce que je vais... Toi, quelques minutes après 11 heures, lorsque ces dames seront déjà au salon, et toi ici avec lui. Toi, tu viens prendre ta femme, tu te fais introduire chez moi, et alors, j'inviterai tout le monde à entrer ici, dans mon bureau. Et l'on connaîtra la vérité. Mais enfin, tonton, quand ils sont là face à face... Les sapristi, n'écoutez pas ce qu'ils racontent. Et maintenant, allez, il n'y a plus une minute à perdre. Oui, nous y allons. Vous, je ne vous salue pas. Et moi, madame, je me salue pour vous. Ah. Te voilà. Dis-moi, mon cher, lequel est fou de nous deux? Je dis que c'est toi. Et toi, tu me renvoies la balle, tu me dis non, c'est toi. N'insistons pas. En tête à tête, nous savons parfaitement qui nous sommes. Si seulement nous étions seuls au monde, il n'y aurait aucune difficulté. Mais il y a les autres. Voilà le véritable malheur. Ils ne te voient pas, comprends-tu, de la même façon que moi. Et sais-tu ce que tu deviens pour les autres? Un fantôme, mon cher. Un simple fantôme. Pourtant, vois comme ces gens sont stupides. Les voilà, dévorés de curiosité, qui galopent après les autres pour les saisir. Comme si on pouvait saisir des fantômes. Monsieur Lambert? Quoi donc? Il y a Madame Chini qui vous demande. Elle me demande. Elle a demandé Madame. Je lui ai dit qu'elle était en visite chez Madame Frolla. Et alors? Et alors? Elle a demandé s'il n'y avait personne. Vous avez répondu qu'il n'y avait personne. Je lui ai dit que monsieur était là. Moi? Non. Non, pas moi. Tout au plus, celui qu'elle connaît. Monsieur dit. Comment? Croyez-vous que c'est la même chose? Je ne comprends pas. À qui êtes-vous en train de parler en ce moment? À qui je suis en train de parler? Mais à monsieur. Êtes-vous tout à fait sûr que je sois le même que celui que demande cette dame? Je ne sais pas, Madame a dit, le frère de Madame. Oh, mon pauvre ami. Eh bien oui, c'est bien moi. Faites-la entrer. Faites-la entrer. Entrez, madame, entrez. Entrez, madame, entrez. Petit problème là. Ginny? Qu'est-ce que tu racontes, Denise? C'est madame Ginny, c'est pas Houdini. Regarde ici. Et oh, la faut enchaîner, là, c'est l'acte 2, il y a Madame Chine qui doit arriver. Merci, madame Ginny. Elle est pas dehors, je tiens. Après, c'est pas grave, moi je peux la remplacer si vous voulez. Non. On peut tenter si vous voulez. Ça, c'est bien. Allez, on Allez, demande.
Attends. Et Ah oui. entrez, madame. Entrez. On m'a dit que Madame Agatsi n'était pas là. Madame, votre sœur. Elle sera là dans un instant. Et madame Frolla aussi. Je vous en prie, asseyez-vous. Permettez. Vous savez, tout est planifié. Plus que quelques minutes avant le lever du rideau. C'est prévu pour 11 heures. Parfait. Planifié, mais qu'est-ce qui est planifié? La confrontation. Une idée merveilleuse. Mais quelle confrontation! De tous les deux. Oui, ici même. Oh, Monsieur Panza! Et madame Frolla. Oh, Madame Frolla! Oui, madame. Ici même. Une idée géniale. Pour arriver à savoir! La vérité. Mais nous la connaissons déjà. Il ne s'agit plus maintenant que de la démasquer. On connaît la vérité, mais alors lequel est-ce? Oh, lequel est des deux? Ah! Oh! Voyons un peu. D'après vous, lequel est-ce? Oh! Pour moi, c'est lui. C'est bien lui. Oh, je le savais! Oh, nous autres femmes, nous le désirions toutes. Mais comment a-t-on fait pour savoir? Oh, on a trouvé des preuves, hein, c'est ça? Oh, des documents! Oh, je le savais! Oh, c'est la police, hein, c'est ça? Je le savais! Il était impossible qu'on ne découvrit pas le poteau rose grâce à l'autorité préfectorale! L'acte du second mariage. Du second mariage. Alors, c'est lui qui aurait raison. Les données de fait, chère madame. L'acte du second mariage, à ce qui semble, parle clairement. Et alors, c'est elle qui est folle. Mais vous m'avez d'abord dit que c'était lui. Maintenant, vous me dites que c'est elle. Oui, parce que cet acte, chère madame, cet acte du second mariage peut très bien être, comme l'a affirmé madame Frolla, un acte fictif, comprenez-vous? Établi avec la complicité de ses amis pour ne pas contrarier son idée fixe que sa femme n'était plus la même, mais une autre. Ah, donc ce serait un acte sans aucune valeur.
Entendons-nous bien, chère madame. Cet acte a la valeur que chacun veut bien lui donner. Par exemple, n'y a-t-il pas également les lettres que madame Frolla prétend recevoir chaque jour de sa fille? Dans la cour, par le moyen du petit panier. Ces lettres existent, n'est-ce pas? Et alors? Et alors, ce sont des documents, chère madame. Ce sont des documents aussi, ces lettres. Mais tout dépend de la valeur que vous leur attribuez. Voyons. Monsieur Ponsard vous dit, ce sont de fausses lettres, écrites pour ne pas contrarier son idée fixe. Mais alors, on ne sait plus rien de certain. Comment rien? Comment rien? N'exagérons pas. Il y a des choses que l'on sait tout de même. Par exemple, combien il y a de jours dans la semaine? Il y en a 7. Lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et combien de mois dans l'année? Il y en a 12. Janvier, février, mars, Avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre. Ah, vous voulez plaisanter. Tonton, écoute un peu. Ah, madame, vous ici? Si vous saviez comment elle s'est moquée de moi. Ah, mais si vous saviez comment il est méchant en ce moment avec nous aussi. Pardonnez, tout est prêt. Je vais dire à maman que vous êtes là et ce sera suffisant. Ah, tonton, si tu l'entendais, quelle petite vieille adorable, quelle bonté! Elle nous a montré toutes les lettres de sa fille. Mais si précisément comme Monsieur Laoudi me le disait, Qu'est-ce qu'il en sait? Il ne les a pas lues. ces lettres ne sont peut-être pas sincères. Ne l'écoutez pas. Comment une mère pourrait-elle se tromper sur les sentiments de sa propre fille? Tenez, la dernière lettre, c'est dire. Ah, les voilà, elles sont déjà là. Elle va venir avec Madame Frolin. Mais oui, il faut que nous restions toutes ici. Il est déjà 11 heures, tonton. Vous avez inutile, il n'y a plus besoin d'autres preuves. Certainement, j'en étais sûre. Plus besoin d'autres preuves. Il n'y a plus de doute, c'est lui. Ah, c'est bien lui, n'est-ce pas? C'est bien lui. Si nous pouvions empêcher, en prévenant papa, cette pauvre dame de tomber dans un traquenard, nous l'avons amenée avec nous, comme c'était prévu. J'ai l'impression de commettre une trahison. Mais oui! Oh! C'est parfaitement indigne! Oh! D'autant qu'il commence à me sembler enfin que ce doit être elle. C'est certainement elle. Elle? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle, parfaitement. Elle. Elle. Tais-toi donc! Si tu l'entendais parler, nous sommes certaines du contraire. Oui, oui. Mais c'est justement parce que vous en êtes certaine. Ce doit être elle. Allons, venez par ici. Vous ne voyez pas qu'il le fait exprès? Voulez-vous venir, chère madame? Oui, passez donc, je vous en prie. Dina! Referme donc cette porte, si tu juges l'épreuve inutile. Que dira papa? C'est lui qui l'a laissée ouverte. Il va arriver par l'autre porte et s'il la trouve fermée, tu sais comment est papa. Mais vous le convaincrez. Et toi, tout particulièrement, qu'il était inutile de laisser cette porte ouverte. Tu en es bien convaincu. Tout à fait convaincu. Eh bien alors, ferme la porte. Tu serais trop content. Je ne la fermerai pas, mais c'est pour papa.
Veux-tu que je la ferme moi-même? Sous ta responsabilité? Ah! Mais c'est que moi, je n'ai pas acquis, comme toi, la certitude que c'est lui qui est fou. Viens seulement dans le salon et écoute parler Madame Pollard, comme nous l'avons entendu nous-mêmes, et tu acquerras cette certitude. Viens-tu? Mais oui, je viens. Et je puis très bien fermer cette porte, tu sais, sous ma responsabilité. Avant même de l'avoir entendu? Non, ma chérie. C'est juste que je suis persuadé qu'à l'heure qu'il est, ton père pense tout à fait comme vous, que cette épreuve est inutile. Tu en es sûr? Évidemment, il est en train de parler avec lui. Il a sans doute déjà acquis la certitude que c'est elle qui est folle. Je la ferme. Non. Écoute, si tu crois cela, laissons-la ouverte. Tu vois, Ce que j'en dis, c'est pour papa. ce qu'en dira papa, ce sera pour vous. Laissons-la ouverte. Tu entends? C'est elle qui joue. La petite vieille, Oui. Elle nous a dit que sa fille jouait toujours cette air. Tu entends avec quelle douceur elle le joue? Allons-y. Entrez, entrez, je vous en prie. Je dois les avoir oubliés ici. Ah, le voilà. C'est un vieux dossier, une affaire extrêmement embrouillée, et qui traîne depuis des années. Ah, cette musique! Chut, chut. Mais qui joue? Ah! Par exemple, regardez donc! Seigneur, c'est elle? C'est elle qui joue? Oui! Votre belle-mère! Ah! Comme elle joue bien! Et comment vous l'avez à nouveau amenée ici? Et vous la faites jouer? Pourquoi pas? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Mais cette musique, comprenez-vous, c'est celle que jouait sa fille. Cela vous fait peut-être du mal de l'entendre. Mais non, ce n'est pas à moi, c'est à elle, un mal incalculable. Mais monsieur le secrétaire général, je vous avais pourtant bien expliqué, ainsi qu'à ces dames, l'état de cette pauvre malheureuse, qu'il fallait la laisser tranquille. Vous allez la tuer, monsieur le secrétaire général, vous allez la tuer. Mais non! Ces dames le savent bien aussi. Écoutez, je vais écouter, regardez. Mais vous jouez encore merveilleusement, madame. Moi? Oh, c'est ma petite Lina qu'il vous faudrait entendre. Oh, ma petite Lina, comme elle joue. Sa petite Lina. Elle a dit sa petite Lina. Sa fille. Mais écoutez, elle parle au présent. Elle a dit qu'elle joue. Qu'elle joue. Et non, elle ne peut plus jouer depuis lors et c'est peut-être son plus grand chagrin, cette pauvre petite. C'est tout à fait naturel. Elle la croit toujours vivante. Mais il ne faut pas la laisser parler comme ça. Elle ne doit pas parler comme ça. Depuis lors, elle a dit depuis lors. À cause de ce maudit piano, certainement. Oh, mon Dieu. Vous voulez m'accabler de nouveau. Mais non! Mais pourquoi? Je t'en prie, entrez ces dames. Mesdames, Absolument. Elle vient de le faire. vous. Ici. Encore ici. Qu'êtes-vous venu y faire? Excusez-moi, j'étais simplement... Vous êtes venu raconter encore. Qu'est-ce que vous avez raconté?
Qu'est-ce que vous avez raconté à ces dames? Rien, je te jure. Rien? Et comment rien? Je vous ai entendu. Et monsieur l'a entendu comme moi. Vous avez dit, elle joue. Qui joue? Lina joue? Et vous savez pourtant qu'elle est morte! Votre fille! Depuis 4 ans! Mais oui. Calme-toi, mon ami. Mais oui. Oui, calme-toi. Et vous avez dit. Et depuis lors, elle ne peut plus jouer. Mais naturellement qu'elle ne peut plus jouer depuis lors. Comment voulez-vous qu'elle joue puisqu'elle est morte? Mais oui, tu as raison. J'ai dit qu'elle ne pouvait plus jouer depuis lors, naturellement, puisqu'elle est morte. Et pourquoi pensez-vous encore et toujours à ce piano? Oh, je n'y pensais plus. Je n'y pensais plus. Je l'ai démoli moi-même, ce piano, à la mort de votre fille, pour ne pas le laisser toucher à l'autre, qui d'ailleurs ne sait pas jouer. Vous savez très bien que l'autre ne joue pas. Mais oui, naturellement, puisqu'elle ne sait pas jouer. Votre fille s'appelle Lina, n'est-ce pas? Alors, comment s'appelle-t-elle? Dites-le devant tout le monde. Vous le savez très bien. Comment s'appelle-t-elle? Juliette. Elle s'appelle Juliette. Oui! Elle s'appelle Juliette. Elle ne s'appelle pas Lina. Et ne clignez pas de l'œil comme ça quand vous dites qu'elle s'appelle Juliette. Mais non, je n'ai pas compris. Je l'ai vu, je l'ai parfaitement vu. Vous voulez laisser croire à ces gens que je veux garder votre fille pour moi tout seul, comme si elle n'était pas morte, comme si elle n'était pas morte. Mais non, enfin, mais je n'ai jamais dit cela, n'est-ce pas, mesdames? Oui, c'est parfaitement exact. elle ne l'a jamais dit, puisqu'elle a dit qu'elle était morte. Mais n'est-ce pas? J'ai dit qu'elle était morte. Qu'aurais-je pu dire d'autre? Et j'ai dit que tu étais si gentil avec moi. Et moi te perdre, moi te compromettre. En attendant, vous allez chercher chez les autres des pianos pour jouer les morceaux de votre fille, en disant qu'elle les joue bien mieux que vous. Mais non, tu sais, j'ai joué comme cela, juste pour essayer. Mais vous ne pouvez pas! Vous n'avez pas le droit! Qu'est-ce qui a bien pu vous passer par la tête pour jouer les morceaux de votre fille morte? Tu as raison, calme-toi, mon ami. Je ne le ferai plus, je te promets, je ne le ferai plus. Sortez. Allez-vous-en. Allez-vous-en! Je m'en vais. Oh mon Dieu. Je vous demande pardon pour le triste spectacle que j'ai dû vous montrer, pour remédier au mal que, sans le vouloir, votre pitié a fait à cette malheureuse. Comment? Vous avez simulé la colère? Par force, monsieur. Ne comprenez-vous pas que le seul moyen que j'ai de la maintenir dans son illusion, c'est de lui crier la vérité au visage, comme si j'étais un fou, exprimant une idée fixe. Pardonnez-moi et permettez-moi de me retirer. Il faut que je cours chez elle.
et messieurs, la vérité découverte. Ah, monsieur le commissaire, vous avez des nouvelles? Oui, monsieur. Ah, bien. Vous avez fait un vrai miracle. Vous sauvez une ville entière. Vous les entendez? Vous les entendez crier? Et alors, ce sont des informations sûres. Oui. Fourni par quelqu'un que l'on a retrouvé. Par exemple, ceci. J'ai avec moi les notifications que l'on m'a transmises. Montrez-moi. Mais comment ça? Mais qu'y a-t-il de certain là-dedans, monsieur le commissaire? Tout ce qu'on a pu apprendre. C'est absolument zéro. Tous les doutes subsistent, comme avant. Voulez-vous, monsieur le commissaire, faire le bien? Voulez-vous rendre un service à la population? Quel bien? Je ne saisis pas. Quel service? Eh bien, écoutez-moi. Asseyez-vous. Déchirez ce demi-feuille d'information qui ne dit absolument rien. Et sur l'autre moitié de cette feuille, écrivez quelques informations précises et certaines. Moi? Quelles informations? Celles que vous voudrez. Comment celles que je voudrais? Oh, monsieur Laodisi, que dites-vous là? Moi? Vous, monsieur, vous, parfaitement. Prenez la parole au nom de ces deux témoins que l'on a pu retrouver. C'est pour rendre le calme à toute une ville. Ne voyez-vous pas? Ils veulent une vérité extérieure, n'importe laquelle, pourvu qu'elle soit catégorique, elle les calmera. Mais que me parlez-vous de vérité? Oh, que vous me demandez de faire? Je m'étonne que vous osiez m'adresser pareille proposition. Faites-moi le plaisir de m'annoncer à monsieur le secrétaire général. Tout de suite. Monsieur le commissaire Chantouri, il apporte des informations sûres données par des témoins. Oh, mon cher Saint-Curie, je l'avais toujours dit. Il est impossible que nous ne puissions pas venir à bout de cette affaire. Non mais pas monsieur le secrétaire général. Ah, je vous en prie. Un peu de silence. Je fais tout ce
voilà ce qu'a pu vous raconter Monsieur Laodisi. Que vous nous apportiez des informations sur... Des documents probants. Pas très nombreux, mais probants. Fournis par des témoins que l'on a pu retrouver du village de Monsieur Ponsa. Des gens qui savent. Oui, voilà, monsieur le secrétaire général. Voyons un peu, voyons cela. Mais vous, monsieur Laodisi, Je vous en prie, laissez lire. Un instant de patience, messieurs, dames, voyez. Je lis. Mais moi, j'ai déjà lu. Alors dites-nous, Eh bien, Il est certain, indubitable, un compatriote de Monsieur Ponsa en témoigne que Madame Frola a été dans une maison de santé. Madame Frola? mais alors, c'est elle qui est folle? Mais non, ce papier ne dit rien du tout. Comment? Attends, tu dis Du papier! mais je voudrais lire Du papier! Pardon, mais quoi? Non mais attendez! Mais si, il dit Madame, il dit très précisément Madame Frola. Mais non! Le témoin dit qu'il lui semble. Il n'est pas certain. Mais en tout cas, il ne sait pas si c'est la mère ou la fille qui a été dans une maison de santé. Mais si, c'est là. Mais sans aucun doute. mais pas du tout. C'est la fille. C'est la fille. Madame Frola l'a dit elle-même. Exactement, il s'agit du moment où on l'a enlevée de son mari en cachette. Mais oui, Madame Frola dit précisément que sa fille a été, à ce moment, enfermée dans une maison de santé. Et d'ailleurs, le témoin n'est même pas du même village qu'eux. Il dit qu'il allait souvent dans ce village, qu'il ne se rappelle plus très bien, qu'il lui semble avoir entendu dire ces choses. Alors, ce sont plus que des paroles en l'air. Mais pardon. Si vous êtes tous si parfaitement convaincus que c'est Madame Frola qui a raison, qu'est-ce que vous cherchez de plus? Finissons-en. Ah, mais s'il n'y avait pas le préfet qui croit que c'est Ponsa qui a raison, je t'assure bien que... C'est exact. Monsieur le préfet me l'a dit à moi-même. C'est tout simplement parce que monsieur le préfet n'a pas encore parlé à Mme Frola. Enfin, c'est tout naturel, hein. S'il n'a parlé qu'avec lui. Mon Dieu, mais c'est vrai. Le préfet va venir ici. Oui, nous l'attendons. Mais pourquoi? Explique-toi. Il est inutile qu'il vienne ici parler à Madame Frola. Jusqu'à présent, il croit ce que lui dit le Jean. Quand il aura causé avec elle, il ne saura plus lequel croire des deux. Eh bien, il faut que Monsieur le Préfet fasse une chose. Une chose qu'il est seul à pouvoir faire. Quoi? Quoi donc? Quoi donc? Quoi donc? Mais sa femme! La femme que Monsieur Ponsa a chez lui. Questionner la femme? Mais oui, mais c'est vrai. Mais la pauvre, on l'a tient en prison. Il faudra que le préfet s'interpose pour la faire parler. C'est évidemment la seule qui puisse dire la vérité. Mais bien sûr que non, elle parlera comme son mari. Si elle parlait devant lui, oui, c'est certain. Il faut qu'elle parle en tête-à-tête avec le préfet. Le préfet peut très bien, en usant de son autorité, imposer à ce monsieur que sa femme se confesse à lui. Certainement. Qu'en pensez-vous, Century? Sans aucun doute, si monsieur le préfet voulait bien. Il n'y a vraiment plus que cela à faire. Il faut l'avertir et lui éviter, pour le moment, le dérangement de venir jusqu'ici. Pouvez-vous courir jusqu'à la préfecture, mon cher Century? Mais comment donc, monsieur le secrétaire général? Mesdames, messieurs, mes respects. Ça c'est bien dit là, Odyssey. Mais oui, bravo, tonton. Enfin, une fameuse idée. Comment diable n'avons-nous pas pensé plus tôt? Mais si, c'est naturel. Personne n'avait jamais vu cette femme. Ah, c'est bien ça. C'est comme si elle n'existait pas. Mais, à propos, êtes-vous bien sûr qu'elle existe? Enfin, bien sûr. Je l'enlève. Alors maintenant, tu remets en cause jusqu'à son existence. Mais qui vous l'a dit? Qui vous a su
qu'elle existe. Sa mère la voit et lui parle chaque jour. Et puis, lui aussi, il dit qu'elle existe. Oui, oui, je ne dis pas non. Mais pensez-y mieux. Si c'est Madame Frolla qui a raison, qu'est-ce qui habite la maison pour lui? C'est l'apparence illusoire d'une seconde femme qui s'y trouve. Si c'est lui, Pansa, qui a raison, c'est l'apparence d'une fille de Madame Frolla. Le tout est de savoir si ce qui est une fiction, soit pour l'un, soit pour l'autre, est en soi et pour soi une réalité. Ah, tais-toi donc! Tu veux nous rendre tous fous comme tu l'es? Mais non. Prenez garde, prenez bien garde, que dans cette grande maison, au bout de l'allée, il n'y ait qu'un fantôme. Mon Dieu, mais j'ai la chair de poule! Je me demande quel plaisir il éprouve à nous épouvanter ainsi. Plaisante, Lambert. Je ne plaisante pas le moins du monde. Qui l'a vue, cette femme? Personne ne l'a jamais vue. Lui en parle, et Madame Frolla dit qu'elle la voit. Mais non, elle se met à son balcon sur la cour, là. Qui se met au balcon? Mais une femme en chair et en os, que l'on voit, et avec qui on peut parler, que diable? Vous en êtes sûr? Oui, nous en sommes sûrs! Tu l'as dit toi-même! Je l'ai dit moi-même, à la condition qu'il y ait là-bas une femme. Une femme quelconque. Mais prenez garde qu'une femme quelconque ne peut pas être là-bas. Elle n'y est pas. Elle n'y est certainement pas. Du moins, je doute fort à présent qu'elle y soit. Il va nous faire tourner en pourrique. Enfin, nous verrons bien. Nous verrons. Qu'on sait quand même qu'elle se battra, on l'a vu. Oh, monsieur le préfet! Monsieur le préfet! Par ici! Mais que diable vous fait? Je l'ai rencontré dans la rue, avec monsieur Ponsa, et il venait d'ici. S'il est avec monsieur Ponsa, il va chez Madame Frolla? Écoutez, Century, pouvez-vous descendre jusqu'à la porte de la rue et priez-le en mon nom de passer d'abord me voir, comme il me l'avait promis? Bien, monsieur le préfet. J'y vais. Mesdames, je vous demanderai de bien vouloir passer un moment dans le salon. Mais dis-lui bien que c'est le seul moyen de savoir. Toi, Cyrélie, reste ici. Et toi aussi, Lambert. Mais laisse-moi parler, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Si tu préfères, je vais m'en aller. Non, non. Il vaut mieux que tu y sois aussi. Ah! Le voilà. Mon cher Agassi. Tiens, monsieur Cyrélie. Mon cher Lambizi. Je te demande pardon de t'avoir fait prier de passer un moment chez moi. Mais pas du tout, je serais venu comme je te l'avais promis. Et vous, Cyrélie? À ce qu'il paraît, vous êtes un des plus enragés dans tous ces cancans sur notre nouveau conseiller. Mais non, monsieur le préfet, soyez le bien, pas moi tout seul. En ville, tout le monde est sans dessus-dessous. C'est exact. Et pourquoi? Écoute, je peux encore t'en faire une idée. Nous avons ici, sur le même palier, la belle-mère. Eh oui, je le sais bien. Mais non, on n'a pas encore entendu cette pauvre femme. J'allais précisément chez elle. Je serais venu la voir chez toi comme tu semblais le désirer, mais son gendre est venu me supplier, pour faire cesser tous ces bavardages, d'aller chez sa belle-mère. Ah, croyez-vous qu'il aurait effectué cette démarche s'il n'avait été plus que certain? Mais elle dit ce qu'il veut, monsieur le préfet, et c'est précisément ce qui prouve que c'est pas elle qui est folle. Parce qu'il lui fait croire que c'est lui le fou. Il m'en a prévenu. Sinon, comment cette pauvre malheureuse pourrait vivre heureuse avec son idée fixe? Ah, croyez-le, pour ce pauvre homme, c'est un vrai martyr. À moins que ça ne soit elle, au contraire, qui lui fournisse l'illusion de croire que sa fille est morte, afin de lui permettre d'être sûr que sa femme ne le soit pas enlevée à nouveau. En ce cas, monsieur le préfet,
le martyr, c'est Madame Frolin qui ne suit pas lui. Et vous, la visite, qu'en dites-vous? Excusez, monsieur le préfet. J'ai promis à mon beau-frère de ne pas dire un mot. Ah, on t'interroge, réponds. Je lui avais dit de se taire, sais-tu pourquoi? Parce qu'il s'amuse depuis 2 jours à tout brouiller encore davantage. Ah, n'en croyez rien, monsieur le préfet. J'ai tout fait, au contraire, pour tout éclaircir. Oh, la belle affaire. Savez-vous comment, monsieur le préfet? En soutenant qu'il nous est impossible de connaître la vérité. Et à présent, en essayant de nous faire croire que l'on ne trouvera pas chez monsieur Ponsa une femme. Mais un fantôme. Elle est pas bonne, celle-là. Je t'assure qu'il est inutile de l'écouter. Et pourtant, monsieur le préfet, c'est à cause de moi qu'on vous a prié de venir ici. Ah, vous croyez alors que je ferais bien de parler avec madame... voilà. Pas du tout. Vous faites très bien de vous en tenir à ce que vous dit Ponsa. Alors vous aussi, vous pensez que monsieur Ponsa... Non. C'est de la même manière que je voudrais qu'ici, nous nous sentins à ce qu'a dit Madame Frola et qu'on en parle après. Tu l'entends? Tu appelles cela une explication? Un moment. Pensez donc que nous ferions bien de croire ce que raconte madame Folla. Exactement. En tout et pour tout. Exactement comme ce que raconte Ponsa. Pardon, mais puisqu'elle dit le contraire. Ah, je t'assure qu'il est inutile de l'écouter. Il se peut que ce soit lui qui ait raison, il se peut que ce soit elle. Il faut venir à bout de cette affaire, il n'y a qu'un moyen. Eh, c'est précisément lui qui nous l'a dit. Ah, lui? Bien, j'écoute. Le seul moyen qu'il nous reste, à défaut de toute autre preuve, c'est que tu uses de ton autorité pour obtenir des aveux de cette femme. Mais bien entendu, en l'absence de son mari. Pour qu'elle puisse dire toute la vérité. Si elle est bien la fille de madame Folla, comme nous sommes portés à la croire. Ou s'il est la seconde femme de Ponsa qui consent à jouer le rôle de cette fille, comme le soutient M. Ponsa. Eh oui! Et comme je le crois absolument, et oui, je pense que c'est le seul moyen. Monsieur Century, veuillez m'appeler, s'il vous plaît, Monsieur Ponsa, chez sa belle-mère. Priez-le en mon nom de passer ici un instant. Tout de suite, monsieur le préfet. Et s'il accepte? Tu vas voir qu'il va accepter tout de suite. Dans un quart d'heure, nous saurons tout. Je vais faire cela devant vous. Bon, ici chez moi? Vous croyez qu'il acceptera d'appeler sa femme ici? Laissez-moi faire ici parfaitement. Sinon, vous continueriez à penser que... Mais non. Oh, monsieur le préfet... Ah, non, j'en suis sûr. Me voyant ici prévenu en faveur de monsieur Ponsa. Et comme il s'agit d'un fonctionnaire, non, je veux que vous en soyez témoin. Où est ta femme? Elle est là, dans le salon avec quelques amis. Ah, je vois. Vous avez établi un vrai quartier général de conjurés. Puis entrez. Voici monsieur Ponsa. Merci, Century. Avancez, mon cher Ponsa. Si je vous ai fait prier, c'est parce que mes amis et moi ne vous... Avez-vous quelque chose à me dire? Oui, monsieur le préfet. Je demande aujourd'hui même mon changement. Pourquoi? Il y a un instant encore, vous parliez avec moi si raisonnablement. Monsieur le préfet, je suis ici l'objet de vexations inouïes de la part de tout le monde. Je m'en vais, monsieur le préfet, car je ne puis tolérer
l'inquisition acharnée, féroce, que je subis dans ma vie privée et qui m'a conduit ici même, hier, à parler à ma belle-mère avec la violence la plus cruelle. Je viens de la trouver chez elle, dans un tel état d'accablement et d'agitation. C'est étrange. Avec nous, Madame Frola a toujours parlé très calmement. Vous parlez d'agitation, monsieur Ponza. C'est toujours vous qui nous en avez donné le spectacle. C'est que vous ne savez pas ce que vous me faites souffrir. Voyons, calmez-vous. Je suis là. Et vous savez avec quelle sympathie et confiance je vous ai toujours écouté. N'est-il pas vrai? Oui, vous, monsieur le préfet, vous, je vous en suis bien reconnaissant. Si ces messieurs s'intéressent, on montre tant de curiosité, c'est qu'ils s'intéressent eux aussi beaucoup à votre belle-mère. Ils vont la tuer, monsieur le préfet. Je leur ai déjà dit au moins 20 fois. Un peu de patience. Vous avez un moyen très simple de faire cesser les doutes de ces messieurs. Je ne parle pas de moi, moi je n'ai aucun. Mais ils ne veulent me croire en aucune façon. Tout à fait inexact. Lorsque vous êtes venu ici, la première fois, après la visite de votre belle-mère, nous raconter qu'elle était folle, nous vous avons cru. Mais tu comprends, sa belle-mère est revenue tout de suite après. Je sais, tu me l'as déjà raconté. Vous êtes sûr de dire la vérité comme j'en suis moi-même convaincu. Vous ne pouvez vous opposer à ce que cette vérité soit répétée ici même par la seule personne qui, à part vous deux, soit à même de la proclamer. Qui donc? Votre femme. Ah, ça non, hein! Jamais, monsieur le préfet! Pardon. Amenez ma femme ici pour donner satisfaction à des gens qui ne me croient pas. Non, il ne s'agit que de moi. Quelle difficulté voyez-vous? Laissez ma femme tranquille. On n'a qu'à me croire. Ah, mais non, excusez-moi. Je commence à me dire que vous faites tout ce qu'il faut pour qu'on ne vous croie pas. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi au nom du ciel? Monsieur le préfet, je ne supporterai pas cette violence. Ma femme restera chez moi. Je ne la jette aux pieds de personne. Et je, de ce pas, faire ma demande de changement. Un moment! Tout d'abord, monsieur Ponza, je ne tolère pas que vous preniez ce ton devant un de vos supérieurs et devant moi, qui vous ai toujours traité avec la plus grande déférence. En second lieu, votre obstination à vous obstiner à refuser une épreuve que je vous demande moi-même et pas un autre, me donne beaucoup à penser. Pouvions, si vous préférez, aller jusque chez vous, ou bien recevoir votre femme. Vous prétendez me contraindre? Je vous répète que je vous demande cela dans votre propre intérêt. Je pourrais vous le demander comme un supérieur à un inférieur. Très bien. Je vais amener ma femme ici. Mais qu'est-ce qui me garantit que ma belle-mère ne la verra pas? Vous voulez, nous pourrions la recevoir à la préfecture. Non, ici. Je vais l'amener. Ensuite, je resterai avec ma belle-mère pour m'assurer qu'elle ne sorte pas. J'y vais tout de suite, monsieur le préfet. Et nous en aurons terminé. Je vous avoue que
m'attendais pas à une telle réaction de sa part. Et tu vas voir qu'il va obliger sa femme à dire ce qui lui plaît. Mais non, je l'interrogerai moi-même. Vous avez vu cette exaspération ininterrompue? C'est bien la première fois que je le vois dans cet état. C'est peut-être l'idée d'amener sa femme ici. Ah, de la sortir de sa prison. Madame Frola est là. C'est Mary Poppet qui tenait à la chercher. Mais personne, elle est venue toute seule. Oh, mais non, mais non, mais non! Pas à présent, faites-la sortir! Faites-la sortir tout de suite. Ne la laissez pas entrer. Il faut l'empêcher à tout prix. Mais tu l'as trouvé ici. Je nous préserve. Il croirait un guet-apens. Messieurs, par pitié, dites-le bien à tout le monde, monsieur le secrétaire général. Je vous dis, madame, de sortir tout de suite. Vous n'avez rien à faire ici pour l'instant. Mais pourquoi? Je m'adresse à vous, ma bonne dame. Regardez donc, madame, regardez donc. Monsieur le préfet est là. Vous ici, monsieur le préfet. Oh, par pitié. Oh, je voulais aller chez vous. Je vous en prie, madame. Je ne puis vous écouter pour le moment. Il faut vous en aller tout de suite. Oui, je m'en vais. Je partirai aujourd'hui même, monsieur le préfet. Je partirai. Pour toujours, je partirai. Mais non. Il ne s'agit que d'un instant. Oui, il suffira que vous vous retiriez dans votre appartement. Faites-moi ce plaisir. Vous parlerez après à monsieur le préfet. Mais pourquoi? Qu'est-il arrivé? Déjà, votre gendre va venir ici. Dans un moment, vous avez compris à la fin? Oui. Alors, oui. Je me retire. Tout de suite. Je voulais seulement vous dire ceci. Par pitié, finissons-en. Vous croyez me faire du bien, mais vous me faites tous du mal. Vous me contraignez à partir, à m'en aller aujourd'hui même, pour que vous le laissiez en paix. Mais que voulez-vous de lui à présent? Que vient-il faire ici? Oh, monsieur le préfet! Eh bien, madame, soyez tranquille et allez-vous-en. Allô, oui, madame. Oh, Seigneur! Vous allez me priver du seul réconfort qui me restait. D'avoir, moins de loin, ma petite fille! Oh, mais non, il ne s'agit pas de cela. Nous vous demandons de vous retirer pour un instant. Pour le reste, soyez tranquille. Mais il s'agit de lui, monsieur le préfet. Je suis tous venue vous supplier pour lui, non pas pour moi. Oui, c'est bien. Vous pouvez être tranquille pour lui aussi. Vous allez voir, tout va s'arranger. Mais comment? Je vous vois tous acharnés contre lui. Ah non, ce n'est pas exact. Je suis ici pour le défendre. Merci. Je vois que vous avez compris. Oui, madame, j'ai compris. Je l'ai dit ici devant tous. C'est un malheur que nous avons réussi à surmonter et sur lequel, croyez-le, il ne faut plus revenir. Oui, madame, je vous dis, j'ai bien compris. Oui, monsieur le préfet. S'il nous plaît de vivre comme nous faisons, alors, qu'importe. Nous nous en contentons. Ma fille s'en contente et cela me suffit. Du reste, je n'ai plus qu'à m'en aller. Et je ne la verrai même plus de loin. Oh, par pitié, laissez-le tranquille. Oh, mon Dieu, la voilà! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Lina? Juliette! Juliette! Ah!
Que pouvez-vous encore vouloir de moi après ce que vous avez vu? Il s'agit, vous le voyez, d'un malheur qui doit demeurer secret, pour que le remède que la pitié y apporte puisse encore produire son effet. Madame, nous entendons bien respecter votre pitié. Ce que nous voudrions simplement, c'est que vous nous disiez... Quoi? La vérité. La seule vérité est celle-ci. Je suis bien la fille de Madame Paula. Et la seconde femme de Monsieur Ponsa. Oui. Et pour moi, personne. Personne. Mais non, madame. Pour vous-même, vous êtes soit l'une, soit l'autre. Non, messieurs. Pour moi, je suis celle que l'on me croit. Et voilà, mesdames et messieurs, comment parle la vérité? Êtes-vous satisfait? Alors, je vais vous présenter, je vais passer d'abord par... Alors, le préfet, c'est Yann. Alors, monsieur Cirelli, le dissipé Gilbert.
c'est Stéphanie. C'est Quentin. Lambert, Laodicie, mon cher Antoine. Frola, Camille. Alors, comment tu t'appelles? C'est votre Madame Agazzi. Madame Agazzi, là, oui, c'est Amélie. Madame Agazzi, donc Salomé, mon ami, et co-metteur en scène. Et donc, dans le personnage de Agazzi, Christophe. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Anna. Donc Anaïs.